Grambérébi, dans la région ouest du pays, la microfinance dénommée Crédit Ivoire, accusée d'avoir volé ses clients à hauteur de centaines de millions de francs CFA. Enfin, 24 novembre 2006, le Rwanda cesse ses relations diplomatiques avec la France. Kigali reproche à Paris son implication dans le génocide Tutsi. Bienvenue, bonsoir à tous. Grambérébi, dans la région ouest du pays, la confiance est définitivement rompue entre la microfinance Crédit Ivoire et ses clients. Cette structure, pourtant interdite d'exercer ses activités, aurait détourné des centaines de millions de francs CFA des comptes de sa clientèle. Les explications de Sam Konan et Ami Koulibaly. Est-ce que vous arrivez à les joindre? Porte hermétiquement fermée, les hélices du climatiseur ont cessé de tourner depuis. Même l'enseigne a été enlevée. Voilà comment les responsables de la microfinance ont payé leurs souscripteurs venus pour prendre leur argent. C'est mon fonds de commerce qu'ils ont déposé. L'argent qu'un prenait pour payer est touché, donc présentement c'est très fort même. Nous sommes assis aujourd'hui là, vraiment, c'est sûr que ce crédit n'a pas marché. J'ai signé 5 000 là par jour jusqu'à j'ai fini 6 mois. J'ai fini. J'ai commencé 5 000 par jour. 5 000 par jour là. Ils ont dit 3 mois, j'ai commencé. Voilà d'autres encore, 5 000 par jour. J'ai commencé. Voilà, c'est ça là, c'est en vente, ils sont venus, j'ai signé 2 000. J'ai signé 5 000 par jour là jusqu'à 6 mois. Je n'ai pas retiré mon argent. Lundi passé, ici, on m'a dit de venir semaine prochaine. Hier, on vient me dire qu'ils ont fui. Nous sommes à Grambérébi, à une cinquantaine de kilomètres de San Pedro. Ici s'est implantée clandestinement cette microfinance qui a pris pour cible les braves femmes commerçantes de poissons, mais aussi les pêcheurs avec la même technique d'approche. Quand ils sont venus, ils sont partis me voir où ils vendent. C'est ça. Ils ont dit, madame, il faut faire notre tontine là. C'est très bon. Si tu fais ça, tu as fait de l'économie, tu as avancé ton commerce. J'ai commencé 1 500 par jour. J'ai pu calmer de 6 mois. 6 mois, 2 fois. Ma camarade me dit, les gens ne battent là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont fui. J'ai dit, c'est ça là, c'est vrai, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, tu vas me tuer. En tout cas, certains clients comme Dame Kouya Victorine ont vu l'arnaque à venir. Premier ici rentré, il a fait 3 mois. Les 3 mois, il a fait 500 par jour et j'ai retiré. Deuxième encore, il a fait 1000 francs par jour. 3 mois, j'ai retiré. Et le troisième, Dieu m'a gardé, il n'a pas menti. Quand ils ont changé les habits là, je n'ai plus le courage de mettre mon argent. Vraiment, moi, ça me fait mal. Je pleure mes soeurs qui ont perdu l'argent. Beaucoup ont été induits en erreur par leur propre entourage. Dame Koulibaly Tiefouré en est un exemple. Moi, il y a 200 et quelques mille ici. 280 000. Ce qu'ils m'ont fait, c'est mon propre frère qui m'a trahi. Tu comprends? Il m'a pris. Quand ma soeur, j'ai rentré, que c'est important, il a dit, il est paix. La semaine passée, je l'ai appelé. Il a dit, ah, mon frère, il est paix. Il dit, ma soeur, il ne faut pas avoir paix. Quand on va te donner ton argent, il n'y a pas de problème. Donc, quand la carte est remplie, il m'a dit, ah, amène la carte. Mais la carte, les dates, décembre, je devais retirer. Décembre n'est pas arrivé. Très vite, nous tentons de les joindre, mais c'est impossible. Selon Oufouette Kofi, une autre victime, il y a eu un manque de communication à un moment donné. Ma plainte contre l'État, c'est que hier nuit, après vérification, je vais sur le site de l'autorité publique et je constate que depuis un certain moment, depuis 23 juillet, le ministère de l'économie et de la finance a pris le décret d'arrêter cela. Les victimes déboussolées ont décidé de porter plainte à la gendarmerie. À ce jour, une centaine de victimes a été enregistrée. Les activités, quant à elles, ont pris du plomb dans l'aile. Beaucoup de fonds de commerce ont été emportés. Un tour au siège de cette microfinance à San Pedro, le vigile n'a même pas eu le temps d'emporter son Nouveau Testament. Avec cette note, les clients comprennent aisément qu'ils viennent d'être grugés. Mais où et comment mettre la main sur ces délinquants, s'interroge-t-il.
Direction à présent Boaké, dans la région de Bouaké. Cette ville souffre d'insalubrité. En effet, les eaux usées se déversent dans certains quartiers et les populations risquent d'attraper des maladies diarrhéiques. Alors comment les sensibiliser aux dangers liés à l'habitat insalubre? On en parle avec Yacouba Traoré et Léon Brou de RTI Boaké. Certainement apprend-il à pêcher. Une chose est sûre, cet enfant est en train de jouer dans ces eaux usées. La scène se déroule à Dar es Salaam, un quartier de Boaké. Parmi les riverains de ces eaux usées, des artisans et des commerçants. Comme Diakité, tous ignorent la provenance de ces eaux usées et leurs conséquences. Tout le temps il y a la saleté, on appelle la mairie fatiguée, on ne voit rien. Donc on a des problèmes ici même à manger, à respirer. Donc toujours, c'est dans ça qu'on vit, on a même marre. L'eau passe. Puis encore les ordures sur la route, ça nous fatigue. Ça nous dérange, parfaitement, ça nous dérange, mais on n'a pas les moyens. Je crois que c'est la mairie qui devait intervenir. Pourtant, en plus de dégrader le bitume, ces eaux usées sont source de maladies. L'OMS dénombre chaque année 300 à 500 millions de cas de paludisme aigu. Les maladies liées à l'insalubrité sont nombreuses. Nous pouvons énumérer par exemple le paludisme, la diarrhée, le choléra, l'hépatite A, communément appelée la fièvre jaunisse. Mais pourquoi de l'eau usée en pleine ville? Rencontre avec la mairie de Boaké, la direction technique avoue le manque d'ouvrages de canalisation et de drainage. C'est vrai qu'il y a les services de la mairie qui jouent leur partition, mais cela, nous devons aussi demander l'implication des populations de sorte à ce que l'assainissement de leur environnement immédiat soit une action au quotidien. En clair, ces populations devront contribuer à l'assainissement de leur cadre de vie, même si l'Institut d'hygiène s'active pour la mise en œuvre d'une opération grand ménage. Plus loin à Bangolo, dans l'ouest du pays, la paix et la cohésion sociale ont été célébrées récemment dans le village de Diédrou. L'occasion pour les populations de réaffirmer leur engagement pour le développement de leur localité. Le point avec Eve Boué. Jour de joie, jour de fête à Diédrou, un village de la sous-préfecture de Zou dans le département de Bangolo. Sur la place publique, toutes les populations sont sorties massivement pour célébrer la cohésion sociale. Une entente parfaite entre populations autochtones, allogènes et allochtones. Une idée des fils et filles du village soutenue par l'association des femmes à Cézéi. Une association née au lendemain de la longue décennie de crise et qui justement prône la cohésion sociale et la réconciliation, gage d'une paix durable. Occasion bien choisie donc pour investir officiellement la présidente. Les femmes de l'association Cézéi de Diédrou exhortent toutes les populations à s'unir pour le développement de leur localité et souhaitent être soutenues pour leur autonomisation par le financement de leurs activités génératrices de revenus. Koulibaly Fononan, parrain de la cérémonie, a rassuré ses filleuls qu'il leur apportera son soutien. Il les a en outre exhortés à préserver la cohésion sociale au sein des communautés vivant dans ce village. La cérémonie a été ponctuée par des prestations artistiques locales et nationales. En image, l'investiture aujourd'hui de Emerson Mnangagwa au Zimbabwe. Il va assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles de 2018. Des milliers de personnes se sont donc réunies au stade national de Harare, la capitale, pour assister à ce moment historique après les 37 ans de règne de l'ex-président Robert Mugabe. L'Égypte secouée par un attentat, au moins 235 morts et plus de 100 blessés dans l'attaque d'une mosquée dans le Sinaï. Selon des témoins, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles. Rebondissement dans le procès Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Le champion paralympique a été condamné en appel aujourd'hui à 13 ans et 5 mois de prison pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en 2013. Partons à présent à Sainte-Hélène, territoire d'outre-mer du Royaume-Uni. Plus de 300 dépouilles d'anciens esclaves ont été mises à jour en 2008 lors de la construction d'une route. Cette île est aujourd'hui un véritable cimetière, invisible à l'œil nu.
Cette vallée industrielle abrite un cimetière invisible à l'œil nu. En 2008, 325 dépouilles d'anciens esclaves ont été mises à jour lors de la construction d'une route pour l'aéroport. Après l'abolition du commerce des esclaves en 1807, les Anglais interceptent au large de Sainte-Hélène les bateaux des trafiquants en route pour les Amériques. 25 000 esclaves libérés sont débarqués sur la petite île, quasiment livrés à eux-mêmes. Des milliers d'entre eux meurent rapidement et sont enterrés ici. Vous pouvez encore voir les traces des travaux archéologiques, là où il y avait les tombes. Depuis près de 10 ans, les ossements sont stockés dans une salle anonyme attenante à la prison de Jamestown. Seul un petit mot punaisé sur la porte rappelle leur histoire dramatique. Chaque semaine, Anina vient se recueillir devant la porte cadenassée. Avec un petit groupe de citoyens, elle se bat pour leur offrir une vraie sépulture. À cause des travaux de l'aéroport, nous avons trouvé ces restes humains. Nous avons découvert une part de notre histoire que l'on pensait pouvoir oublier. Et nous voulons que les gens s'en souviennent. Mais si les os ont été stockés pendant une décennie, c'est parce que ça n'a jamais été une priorité. L'aéroport est la priorité depuis longtemps. La direction de l'aéroport est en charge de ces ossements. Ses responsables défendent le choix de les entreposer temporairement dans la salle en pierre. C'est un vieux bâtiment en pierre avec des murs très épais qui permettent de contrôler naturellement l'atmosphère, au lieu de mettre en place un système d'air conditionné qui coûterait très cher. La découverte de ces sépultures a réveillé le passé de Sainte-Hélène, situé au carrefour de la traite des esclaves. Dans son magasin de bijoux, Giselle Richards s'inspire des perles retrouvées lors des fouilles pour honorer la mémoire des anciens esclaves morts sur l'île. Nous apprenons l'histoire de Napoléon en détail. Nous apprenons aussi beaucoup de choses sur l'histoire des beurs à Sainte-Hélène. Mais au sujet de l'histoire des esclaves, nous n'avons reçu presque aucune information. Les autorités de Sainte-Hélène viennent de mandater un petit groupe d'experts locaux chargés de proposer une sépulture finale pour les dépouilles des Africains libérés. Enfin, 24 novembre 2006, le Rwanda met fin à ses relations diplomatiques avec la France. Kigali accuse Paris de sa participation au génocide de plus de 1000 ressortissants Tutsis. Malgré plusieurs alertes de soldats sur place, les autorités françaises sont restées passives pendant le massacre en 1994. Les explications de Ami Koulibaly. Le Rwanda annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec Paris et donne 24 heures à l'ambassadeur de France pour quitter Kigali. Nous, au gouvernement, avons décidé de rompre nos relations diplomatiques avec la France. Nous avons ordonné à l'ambassadeur de France de quitter notre pays sous 24 heures et avons accordé aux autres membres de la mission diplomatique un délai de 72 heures pour faire de même. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que les autorités rwandaises vont fermer le centre culturel français à Kigali. À Paris, le ministère des Affaires étrangères a déploré la décision rwandaise qui, selon le Quai d'Orsay, prendra effet le lundi 27 novembre 2006. Auparavant, le gouvernement rwandais avait rappelé en consultation son ambassadeur à Paris à la suite de la mise en cause du président rwandais Paul Kagame et de son entourage par le juge français Jean-Louis Bruguière dans la mort du président Juvénal Habyarimana en 1994. Le Rwanda a également accusé la France de chercher à renverser son gouvernement. Ces 12 dernières années, la France mène une guerre à la fois ouverte et clandestine contre le gouvernement rwandais en espérant le renverser et remettre au pouvoir ses alliés et auteurs du génocide. Des mandats d'arrêt internationaux pour assassinat ou complicité d'assassinat ont été lancés contre 9 proches de Kagame impliqués, selon le juge Bruguière, dans l'attentat perpétré le 6 avril 1994 contre l'avion du président rwandais et qui avait précédé de peu le début du génocide rwandais. En tant que chef d'État en exercice, Kagame ne peut être poursuivi devant les juridictions ordinaires françaises. Mais le juge Bruguière a écrit au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pour lui demander d'envisager des poursuites contre le président rwandais devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. À Paris, le porte-parole du Quai d'Orsay, Jean-Baptiste Mattei, avait souligné avant l'annonce de la rupture des relations par Kigali que le juge Bruguière a émis des mandats d'arrêt internationaux, mais qu'il l'a fait de sa propre autorité et en totale indépendance.
Selon Kigali, les initiatives du juge Bruguière s'inscrivent dans le cadre des efforts de Paris pour dissimuler le rôle que ces militaires auraient joué pendant le génocide qui a provoqué la mort de 800 000 Tutsis et Hutus modérés. L'attentat contre l'avion d'Abiyarimana et Hutu avait été le prétexte avancé par les extrémistes Hutus pour massacrer les Tutsis à qui ils attribuaient la responsabilité de l'assassinat. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à tous sur RTI2.